Est-ce possible que notre ADN contienne des séquences qui ne devraient pas exister sur Terre? Et si la réponse à cette question se trouvait gravée dans des tablettes d'argile vieilles de 5000 ans, cachées sous le sable de la Mésopotamie? Imaginez un instant que votre propre code génétique, cette bibliothèque microscopique qui fait de vous ce que vous êtes, porte en elle la trace d'une intervention qui défie toute logique évolutive. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité qui trouble de plus en plus de généticiens à travers le monde. On nous a toujours enseigné que l'évolution humaine suivait une ligne claire et progressive, que notre ADN s'est formé au fil de millions d'années par sélection naturelle et mutation aléatoire. Mais une série de découvertes récentes en génétique moléculaire et en archéologie sumérienne suggère quelque chose d'impossible, quelque chose qui remet en question tout ce que nous croyons savoir sur nos origines. Des séquences génétiques sans ancêtres évolutifs. Des gènes qui semblent avoir été insérés dans notre génome plutôt que développés progressivement, et des textes anciens qui décrivent ce processus avec une précision troublante. Aujourd'hui, nous analysons 3 éléments qui convergent vers une conclusion vertigineuse. Premièrement, les anomalies génétiques que la science ne peut expliquer par l'évolution naturelle. Deuxièmement, les tablettes sumériennes qui parlent d'une modification génétique de l'humanité primitive. Et troisièmement, les parallèles troublants entre ce que disent ces textes anciens et ce que découvrent nos laboratoires modernes. 3 pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, dessinent une image radicalement différente de notre passé. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les coins obscurs de l'histoire humaine, là où la science officielle hésite à regarder, là où les mythes anciens rencontrent les découvertes les plus pointues de la génétique moderne. Ici, nous ne nous contentons pas de répéter ce que disent les manuels scolaires. Nous creusons plus profond, nous posons les questions inconfortables, nous examinons les preuves que d'autres préfèrent ignorer. Installez-vous confortablement et ouvrez votre esprit, car ce que nous allons explorer ensemble va ébranler vos certitudes les plus fondamentales sur ce que signifie être humain. Et si vous aimez remettre en question la réalité, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de ces enquêtes qui redéfinissent notre compréhension du passé. Commençons par établir ce que la science considère comme acquis. L'histoire officielle de l'humanité nous dit que notre espèce, Homo sapiens, a émergé en Afrique il y a environ 300 000 ans. Notre ADN, nous dit-on, est le résultat d'une longue chaîne d'évolution qui remonte à des milliards d'années, depuis les premières formes de vie unicellulaires jusqu'à nous. Chaque gène dans notre corps a une histoire évolutive, un arbre généalogique moléculaire qui peut être tracé à travers les espèces, les époques géologiques, remontant jusqu'aux origines même de la vie sur cette planète. Cette vision rassurante et linéaire de notre développement est enseignée dans chaque université, dans chaque cours de biologie. C'est le fondement même de notre compréhension moderne de la vie. L'évolution darwinienne, complétée par la génétique moderne, nous offre un cadre dans lequel tout fait sens. Les mutations se produisent que au hasard. La sélection naturelle favorise celles qui donnent un avantage. Au fil du temps, ces petits changements s'accumulent et produisent de nouvelles espèces, de nouvelles caractéristiques, de nouveaux organismes. C'est un processus lent, graduel, continu. Chaque trait que nous possédons peut théoriquement être retracé à travers nos ancêtres, mammifères, reptiles, poissons, jusqu'aux premières créatures qui ont rampé hors de l'océan primordial. Mais voici où le récit commence à se fissurer. En 2003, le projet Génome humain a achevé le séquençage complet de notre ADN. Ce fut une révolution scientifique comparable à la découverte de la structure de l'ADN elle-même 50 ans plus tôt. Pour la première fois dans l'histoire, nous pouvions lire le livre entier de notre code génétique, tous les 3 milliards de paires de bases qui nous définissent. Les scientifiques s'attendèrent à trouver un récit cohérent de l'évolution, une histoire claire et linéaire écrite dans notre génome. Ce qu'ils ont découvert a été beaucoup plus troublant. Certains gènes humains n'avaient pas d'ancêtres clairs dans le règne animal. Ils apparaissaient dans notre génome comme s'ils avaient été placés là, sans progression évolutive apparente. Au début, on a supposé que c'était simplement des gènes que nous n'avions pas encore trouvés chez d'autres espèces, que des recherches futures combleraient ces lacunes. Mais à mesure que de plus en plus d'organismes étaient séquencés, que nos bases de données génétiques devenaient de plus en plus complètes,
ces gènes orphelins restaient orphelins. Ils n'avaient pas de parents dans l'arbre de la vie. Ils étaient là, fonctionnels, essentiels même, mais sans histoire évolutive discernable. Le docteur Francis Collins, qui a dirigé le projet Génome humain, a déclaré dans une interview que certaines de ces découvertes étaient profondément déroutantes. Des gènes qui semblaient avoir été insérés plutôt que développés. Des séquences qui ne suivaient pas le modèle attendu de variation graduelle. Et ce n'étaient pas un ou deux gènes marginaux. On parlait de dizaines, peut-être de centaines de séquences génétiques qui ne cadraient pas avec le modèle évolutif standard. Plus troublant encore, certains de ces gènes orphelins étaient liés à ce qui nous rend uniquement humains. Des gènes impliqués dans le développement du cerveau, dans notre capacité de langage, dans notre conscience elle-même. Les caractéristiques qui nous séparent le plus clairement de nos cousins primates étaient précisément celles dont l'origine génétique était la plus mystérieuse. Comment pouvions-nous avoir développé ces traits si rapidement sur le plan évolutif? Où étaient les étapes intermédiaires? Où étaient les ébauches de ces gènes chez nos ancêtres? En 2013, un groupe de chercheurs de l'université de Cambridge a publié une étude dans la revue Nature qui a encore approfondi ce mystère. Ils avaient découvert que le génome humain contenait ce qu'ils appelaient des insertions récentes, des morceaux d'ADN qui semblaient avoir été ajoutés à notre génome beaucoup plus récemment que ne le suggérait l'évolution naturelle. Ces insertions n'étaient pas le résultat de mutations graduelles accumulées sur des millions d'années. Elles étaient trop complexes, trop organisées, trop fonctionnelles pour être le produit du hasard. L'un des généticiens impliqués dans l'étude a utilisé une métaphore frappante. Il a dit que c'était comme si quelqu'un avait pris un livre ancien, écrit sur des milliers d'années, lettre par lettre, et avait soudainement inséré un chapitre entier en caractère d'imprimerie moderne. Le reste du livre montrait tous les signes d'une composition lente et progressive. Mais ce chapitre était différent. Il était propre, organisé, fonctionnel dès son insertion. Il n'avait pas été construit progressivement. Il avait été placé là, complet et opérationnel. Cette découverte a suscité un débat féroce dans la communauté scientifique. Certains ont proposé que ces gènes pouvaient en provenir de transferts horizontaux, un processus par lequel des organismes peuvent acquérir de l'ADN d'autres organismes non apparentés, généralement par l'intermédiaire de virus ou de bactéries. C'est un mécanisme bien connu chez les bactéries, mais beaucoup plus rare et plus limité chez les mammifères. Et même si on acceptait cette explication, elle ne répondait pas à la question fondamentale. D'où venaient ces gènes à l'origine? Quel organisme les avait développés avant de nous les transmettre? Et pourquoi ces transferts se concentraient-ils précisément sur les gènes qui nous rendent humains? D'autres scientifiques ont suggéré que nous ne comprenions tout simplement pas encore assez bien l'évolution, que ces anomalies seraient parfois expliquées par de futures découvertes. Mais cette position devient de plus en plus difficile à maintenir à mesure que nos connaissances s'approfondissent et que les anomalies persistent. Nous ne parlons plus de lacunes dans nos connaissances que le temps comblera. Nous parlons d'un schéma cohérent d'inexplicabilité qui suggère que quelque chose de fondamentalement différent s'est produit dans notre passé génétique. Et puis, il y a les Sumériens. Cette civilisation extraordinaire qui a émergé en Mésopotamie il y a environ 6000 ans, apparemment du jour au lendemain, avec une écriture développée, des systèmes mathématiques sophistiqués, une astronomie précise et des connaissances qui ne devraient pas exister dans une société supposément primitive. Les Sumériens sont apparus sans période de développement graduel visible. Avant eux, des chasseurs-cueilleurs. Après eux, une civilisation complexe avec des villes, des temples monumentaux, des systèmes d'irrigation élaborés et une mythologie riche qui tentait d'expliquer les origines mêmes de l'humanité. Dans leurs textes, conservés sur des milliers de tablettes d'argile qui ont survécu pendant des millénaires, les Sumériens racontent une histoire extraordinaire. Ils parlent des Anunnaki, des êtres venus du ciel, qui ont créé l'humanité dans un but spécifique. Ce n'était pas une création spirituelle ou métaphorique, c'était une création physique, biologique. Les textes décrivent un processus qui ressemble de manière troublante à ce que nous appellerions aujourd'hui l'ingénierie génétique. Selon ces récits anciens, les Anunnaki avaient besoin de travailleurs pour extraire des métaux précieux de la Terre. Ils ont pris un hominidé primitif qui existait déjà et l'ont modifié,
Les tablettes parlent de mélanger l'essence des Anunnaki avec l'essence de la bête primitive. Elles décrivent comment la déesse Ninma, avec l'aide du dieu Enki, a créé le premier humain moderne en combinant ces deux lignées. Les textes utilisent pour des termes qui, traduits littéralement, parlent de mélanger l'argile avec le sang. Mais les érudits qui ont étudié ces textes en profondeur suggèrent que argile pourrait être une métaphore pour la matière biologique et sang pour ce que nous appellerions maintenant l'ADN. L'Atrahasis, l'un des textes sumériens les plus anciens et les plus complets sur la création de l'humanité, décrit ce processus avec une précision surprenante. Il parle de 14 essais avant que le résultat souhaité ne soit atteint. 14 tentatives de créer un humain viable qui pourrait penser, travailler et se reproduire. Cela ne ressemble-t-il pas aux essais et erreurs du génie génétique? Aujourd'hui, lorsque nous modifions génétiquement des organismes, nous ne réussissons pas du premier coup. Il faut de nombreuses tentatives, de nombreux échecs, avant d'obtenir le résultat désiré. Plus troublant encore, les textes sumériens mentionnent que cette création s'est produite dans ce qu'ils appelaient la chambre de création ou le lieu de façonnage. Certaines tablettes décrivent cet endroit comme une structure où les conditions pouvaient être contrôlées, où le processus pouvait être surveillé et ajusté. Est-ce la description d'un laboratoire par une civilisation qui n'avait pas les mots pour décrire ce qu'elle observait? L'épopée d'Enki et Ninma, un autre texte sumérien, raconte comment ces êtres ont expérimenté avec différentes configurations, créant des êtres avec diverses capacités et limitations avant de finaliser le design humain. Le texte mentionne spécifiquement des créations qui ne pouvaient pas marcher correctement, d'autres qui ne pouvaient pas retenir l'eau, d'autres encore qui avaient des défauts dans leur capacité de reproduction. Ce sont exactement les types de problèmes qu'on rencontrerait dans un programme de modification génétique, pas les erreurs qu'on attendrait d'une création divine instantanée et parfaite. Zecharia Sitchin, un érudit controversé qui a passé des décennies à étudier les textes sumériens, a proposé une interprétation littérale de ces récits. Selon lui, les Sumériens ne racontaient pas des mythes. Ils enregistrèrent l'histoire réelle de leur création par une espèce extraterrestre avancée. Cette interprétation a été largement rejetée par l'establishment académique, mais elle a gagné en crédibilité à mesure que nos propres capacités en matière de génie génétique se sont développées et que nous avons réalisé que ce que les Sumériens décrivaient était techniquement possible. Considérez le moment précis dans l'histoire où Homo sapiens est apparu. Il y a environ 300 000 ans, notre espèce émerge soudainement en Afrique avec un cerveau significativement plus grand, une capacité cognitive avancée et des traits physiques distinctifs. Les paléoanthropologues ont longtemps cherché le chaînon manquant qui expliquerait cette transition abrupte de nos ancêtres hominidés à l'humain moderne. Ils n'ont jamais trouvé de transition graduelle satisfaisante. Il y a un saut, un bond évolutif, qui se produit beaucoup plus rapidement que ne le prédit la théorie évolutive standard. Ce saut coïncide avec l'apparition des gènes orphelins dans notre génome, ces séquences sans ancêtres clairs dont nous avons parlé. Est-ce une coïncidence ? Ou est-ce la preuve d'une intervention, exactement comme le décrivent les Sumériens? Maintenant, plongeons plus profondément dans ces tablettes d'argile qui ont survécu pendant des millénaires sous le sable de Mésopotamie. Ces documents ne sont pas des curiosités archéologiques mineures. Ils représentent l'une des bibliothèques les plus anciennes et les plus complètes de l'humanité. Un corpus de connaissances qui précède la Bible de plus de 1000 ans, qui précède Homère, qui précède presque tout ce que nous considérons comme le début de la civilisation écrite. Les Sumériens n'ont pas simplement inventé l'écriture, ils sont apparus avec elle déjà développée. L'écriture cunéiforme, ce système complexe de signes gravés dans l'argile humide, ne montre pas les signes habituels d'un développement progressif. Les premières tablettes que nous avons trouvées sont déjà sophistiquées, capables d'exprimer des concepts abstraits complexes, des calculs mathématiques avancés, des observations astronomiques précises. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et que la civilisation était apparue, pleinement formée, dans la bibliothèque du roi Ashurbanipal à Ninive, découverte au XIXe siècle par des archéologues britanniques. Plus de 30 000 tablettes ont été retrouvées. Beaucoup d'entre elles
étaient alors des copies de textes sumériens encore plus anciens, conservées et traduites par les Babyloniens et les Assyriens qui sont venus après. Ces tablettes couvrent tous les aspects de la vie et de la connaissance. Des recettes médicales, des contrats commerciaux, des hymnes religieux, des listes royales, des traités astronomiques et surtout des récits de la création. Parmi ces textes, l'Enuma Elish et l'Atrahasis se distinguent par leur description détaillée de la création de l'humanité. Mais c'est dans les textes moins connus, les tablettes fragmentaires qui ne font pas partie des épopées principales, que nous trouvons les détails les plus troublants. Des tablettes qui décrivent le processus de création de manière presque technique, avec un niveau de détail qui suggère que les scribes enregistraient quelque chose qu'ils considéraient comme factuel, pas mythologique. Une tablette particulière, cataloguée au British Museum sous le numéro K3364, contient un passage extraordinaire. Après avoir été traduite du sumérien ancien, elle décrit comment Enki, le dieu de la sagesse et de la connaissance, a mélangé ce que le texte appelle l'essence vitale d'un Anunnaki avec celle d'un être primitif de la Terre. Le texte utilise le terme Tit, que nous traduisons généralement par argile, mais qui pourrait également signifier substance de base ou matériau organique. Il parle de placer cette essence dans un récipient de purification pendant 40 jours, un processus qui devait être surveillé et ajusté constamment. 40 jours. C'est une période de temps très spécifique, pas un nombre symbolique rond comme 7 ou 12 que nous trouvons souvent dans les mythes. 40 jours précis. Et il se trouve que c'est approximativement la durée nécessaire pour que certains processus biologiques critiques se produisent. La différenciation cellulaire dans un embryon en développement, la stabilisation de certaines modifications génétiques. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais c'est une coïncidence troublante. Une autre tablette, découverte à Nippur et maintenant conservée à l'université de Pennsylvanie, contient une liste de ce que les Sumériens appelaient les meurs, des attributs ou des pouvoirs qui ont été donnés à l'humanité par les Anunnaki. Cette liste comprend des choses que nous attendrions dans un mythe de création, comme la capacité de parler, de fabriquer des outils, de cultiver la terre, mais elle comprend également des éléments plus étranges. La capacité de reproduction contrôlée, la durée de vie limitée, la dépendance au sommeil. Ce ne sont pas des dons divins typiques, ce sont des paramètres biologiques, des contraintes programmées dans notre physiologie. Pourquoi les Sumériens auraient-ils inclus ces détails ? Si vous inventiez un mythe de création, parleriez-vous de la nécessité du sommeil comme d'un trait intentionnellement inséré, ou de la durée de vie limitée comme d'une caractéristique délibérément programmée ? Ces détails suggèrent que les Sumériens décrivaient quelque chose qu'ils comprenaient comme un processus technique, pas comme un acte de magie divine. Le concept même des Anunnaki mérite un examen plus approfondi. Le mot lui-même se traduit approximativement par ceux qui du ciel sur la terre sont venus. Ce n'était pas un terme vague pour des esprits ou des forces divines abstraites. Les Sumériens décrivaient les Anunnaki comme des êtres physiques qui vivaient parmi eux, qui mangeaient, buvaient, se reproduisaient, même avec les humains. Ils avaient des hiérarchies, des conflits, des personnalités distinctes. Ils n'étaient pas omnipotents. Ils avaient des limites, des besoins, des objectifs. Selon les textes, les Anunnaki sont venus sur Terre il y a environ 450 000 ans, à la recherche d'or. L'or n'était pas désiré pour sa beauté ou sa rareté, mais pour une fonction technique que les textes ne précisent pas clairement. Ils ont établi des colonies dans ce qui est maintenant l'Irak, l'Afrique du Sud et peut-être d'autres endroits. Ils ont extrait l'or des profondeurs de la Terre pendant des dizaines de milliers d'années, utilisant leur propre peuple comme main-d'œuvre. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Après environ 100 000 ans de ce dur labeur, les Anunnaki qui travaillaient dans les mines se sont révoltés. Les textes décrivent une grève, un refus de continuer le travail épuisant d'extraction. Les dirigeants Anunnaki, confrontés à cette crise, ont convoqué un conseil. Ils avaient besoin de continuer l'extraction de l'or, mais ils ne pouvaient plus forcer leur propre peuple à le faire. La solution proposée par Enki était révolutionnaire. Créer une nouvelle forme de travailleur, un être qui pourrait effectuer le travail, mais qui serait inférieur aux Anunnaki, contrôlable, limité. L'Atrahasis décrit ce conseil avec un niveau de détail remarquable. Il y avait de l'opposition à l'idée. Certains Anunnaki craignaient
les conséquences de créer une nouvelle forme de vie intelligente. D'autres s'inquiétaient de la moralité de l'acte. Mais finalement, la nécessité l'a emporté. Enki et Ninma ont été chargés du projet. Ils ont pris un hominidé qui existait déjà sur Terre, probablement une forme d'Homo erectus ou une espèce similaire, et l'ont modifié en utilisant leur propre matériel génétique. Le texte décrit comment Ninma a pris l'essence d'un jeune Anunnaki, un mâle en pleine force, et l'a mélangé avec l'essence de la créature terrestre. Elle a placé ce mélange dans son propre ventre, servant de mère porteuse pour la première création. Après une période de gestation, le premier humain moderne est né. Les textes l'appellent Adapa, un nom qui résonne étrangement avec Adam de la tradition biblique. Adapa n'était pas comme les hominidés qui l'avaient précédé. Il pouvait comprendre le langage complexe. Il pouvait raisonner, planifier, créer. Mais il l'était également limité. Sa durée de vie, bien que plus longue que celle des humains modernes selon les textes, était néanmoins finie, contrairement aux Anunnaki qui vivèrent pendant des dizaines de milliards d'années. Il était physiquement plus faible que les Anunnaki, et il était conçu pour être obéissant, pour servir. Les textes décrivent comment 6 autres mères porteuses Anunnaki ont été utilisées pour créer d'autres humains. 7 au total dans la première génération. Ces premiers humains ont ensuite été mis à travailler dans les mines, remplaçant les Anunnaki rebelles. Mais il y avait un problème. Ces premiers humains ne pouvaient pas se reproduire. Ils étaient des hybrides stériles, comme les mules issues du croisement d'un âne et d'un cheval. Enki, reconnaissant que créer chaque humain individuellement ne serait pas viable à long terme, a effectué une modification supplémentaire. Les textes parlent d'une opération, quelque chose fait aux côtes d'Adapa et de sa partenaire. Après cette intervention, ils ont pu se reproduire naturellement. Leurs descendants ont hérité de la capacité cognitive améliorée, de l'intelligence qui les distinguait des autres hominidés, mais aussi des limitations programmées en eux. Cette histoire des côtes trouve un écho direct dans le récit biblique d'Adam et Ève, où Dieu crée Ève à partir de la côte d'Adam. Mais dans le contexte sumérien original, ce n'est pas un miracle divin mystérieux, c'est une intervention chirurgicale, une modification biologique pour permettre la reproduction. Les côtes, nous le savons maintenant, contiennent de la moelle osseuse, riche en cellules souches. Si vous vouliez modifier génétiquement un organisme pour lui permettre de se reproduire, les cellules souches seraient exactement le type de matériel avec lequel vous voudriez travailler. Les similitudes entre les textes sumériens et les récits bibliques ne s'arrêtent pas là. Le jardin d'Éden correspond au Éden sumérien, qui n'était pas un paradis spirituel, mais une région géographique réelle en Mésopotamie, où les Anunnaki avaient établi leur première colonie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal correspond à l'interdiction faite aux premiers humains d'acquérir certaines connaissances qui étaient réservées aux Anunnaki. Le déluge correspond au récit sumérien d'une inondation catastrophique que les Anunnaki ont apparemment provoquée dans le but de détruire l'humanité, dont la population était devenue trop nombreuse et trop problématique. Mais le texte sumérien d'Atrahasis, écrit 1000 ans avant l'histoire biblique de Noé, fournit beaucoup plus de détails. Il explique que Enki, qui était devenu attaché aux humains qu'il avait créés, a secrètement averti un homme nommé Ziusudra du déluge à venir et lui a donné des instructions précises pour construire un bateau qui pourrait survivre à l'inondation. Ces instructions comprenaient des dimensions spécifiques, des matériaux à utiliser, comment sceller le bateau pour le rendre étanche. Ce n'est pas un conte folklorique vague, ce sont des instructions d'ingénierie. Après le déluge, selon les textes, les Anunnaki ont réalisé qu'ils avaient encore besoin des humains. Ils ont permis aux survivants de se multiplier à nouveau, mais ils ont institué de nouvelles limites. La durée de vie humaine, qui avait été de plusieurs centaines d'années pour les premières générations, a été réduite. Les textes sumériens contiennent des listes de rois antédiluviens qui ont régné pendant des dizaines de milliers d'années. Puis, des rois post-diluviens dont les règnes ont été beaucoup plus courts, tombant progressivement aux durées de vie que nous connaissons aujourd'hui. Cette réduction progressive de la durée de vie trouve un parallèle exact dans les récits bibliques, où les patriarches avant le déluge vivaient des centaines d'années.
Mathusalem vécut 969 ans. Noé vécut 950 ans. Mais après le déluge, les durées de vie commenceront à diminuer. Abraham vécut 175 ans. Moïse vécut 120 ans. Jusqu'à ce que nous atteignions les durées de vie normales que nous connaissons aujourd'hui. Les sceptiques diront que tout cela n'est que mythologie, que chercher des vérités littérales dans ces anciens textes revient à confondre la poésie avec le journalisme. Mais considérez ceci. Les Sumériens ne traitaient pas ces textes comme des métaphores poétiques. Ils les traitaient comme de l'histoire. Leurs listes royales intégrèrent de manière transparente les règnes des rois prédiluviens avec ceux des rois historiques dont nous pouvons vérifier l'existence par d'autres sources. Il n'y avait pas de distinction dans leur esprit entre le mythique et le réel. Pour eux, c'était tout simplement ce qui s'était passé. De plus, les détails qu'ils incluent ne sont pas les détails que vous attendriez de purs mythes de création. Ils ne parlent pas de la création du soleil et de la lune, de la séparation de la lumière et de l'obscurité, de la formation des océans. Ces éléments apparaissent dans d'autres textes sumériens, mais les récits de la création humaine sont différents. Ils sont centrés sur un problème pratique et une solution technique, besoin de main-d'œuvre, donc créer des travailleurs. Les Sakhat Ramsa, travailleurs initiaux, ne peuvent pas se reproduire, donc modifier leur biologie pour permettre la reproduction. La population devient trop importante, donc réduire la durée de vie pour contrôler les nombres. Ce sont les considérations d'ingénieurs, pas de poètes. Ce sont les problèmes que rencontreraient réellement des êtres avancés, essayant de créer une espèce de travailleur biologique sur une planète étrangère. Et les solutions décrites sont exactement les types de solutions que nous, avec notre compréhension moderne de la génétique, reconnaissons maintenant comme plausibles. Nous pouvons aujourd'hui modifier génétiquement des organismes. Nous pouvons insérer des gènes d'une espèce dans une autre. Nous pouvons créer des animaux transgéniques qui produisent des protéines humaines dans leur lait. Nous pouvons modifier des bactéries pour qu'elles fabriquent de l'insuline. Nous avons développé CRISPR, une technologie qui nous permet d'éditer l'ADN avec une précision sans précédent. Nous sommes au seuil de pouvoir faire exactement ce que les Sumériens décrivaient. Créer de nouvelles formes de vie en mélangeant le matériel génétique d'organismes différents. Alors, quand nous lisons ces textes anciens maintenant, avec nos connaissances modernes, ils ne semblent plus si impossibles. Ils semblent être les souvenirs d'un peuple qui a été témoin de quelque chose qu'il ne pouvait pas pleinement comprendre, mais qu'il a essayé de préserver aussi fidèlement que possible dans ses archives. Revenons maintenant à notre ADN et examinons les preuves physiques qui pourraient corroborer ces récits anciens. Car si les Sumériens disent vrai, si notre espèce a réellement été modifiée génétiquement par une intelligence avancée, alors nous devrions trouver des traces de cette intervention dans notre génome lui-même. Et c'est exactement ce que nous trouvons. Le génome humain contient environ 20 000 gènes codant pour des protéines. C'est moins que ce qu'on trouve chez certaines plantes. Le riz, par exemple, a plus de gènes que nous. Ce qui nous rend complexes, ce n'est pas la quantité de gènes, mais la façon dont ils sont organisés, régulés et exprimés. Et c'est là que les anomalies deviennent vraiment intéressantes. En 2001, avant même que le séquençage complet du génome soit terminé, un groupe de chercheurs dirigé par le professeur Robert Feldman de l'université de Stanford a publié une étude qui a fait sensation. Ils avaient redécouvert ce qu'ils appelaient le gène du langage, le gène FOXP2. Ce gène est présent chez de nombreux mammifères, mais la version humaine est différente. Elle contient 2 mutations spécifiques qui ne se trouvent chez aucun autre primate, pas même chez nos plus proches cousins, les chimpanzés et les bonobos. Ces 2 mutations sont apparues, selon les analyses génétiques, il y a environ 200 000 ans, précisément au moment où les humains anatomiquement modernes ont commencé à montrer des signes de langage complexes. Ce gène est crucial pour notre capacité à articuler des sons complexes, à organiser des pensées en structure grammaticale, à produire et comprendre la parole. Sans ces 2 mutations spécifiques, nous ne pourrions pas parler comme nous le faisons. Mais voici ce qui est troublant. L'évolution fonctionne généralement par accumulation progressive de mutations. Vous vous attendriez à trouver des versions intermédiaires de ce gène chez d'autres primates.
des étapes évolutives menant à la version humaine. Mais elle n'existe pas. La version humaine de FOXP2 apparaît soudainement, complète, fonctionnelle. C'est comme si quelqu'un avait pris le gène des primates, l'avait modifié avec précision en 2 endroits spécifiques et l'avait réinséré dans notre génome. Le professeur Feldman lui-même a déclaré dans une interview que le modèle de ces mutations ne correspondait pas à ce qu'on attendrait d'une évolution aléatoire. Les changements étaient trop précis, trop fonctionnels. C'était comme si quelqu'un savait exactement où modifier le gène pour obtenir le résultat désiré. Il n'a pas dit que c'était une preuve d'intervention extraterrestre. Il a simplement dit que c'était inexplicable dans le cadre de notre compréhension actuelle de l'évolution. Et FOXP2 n'est pas un cas isolé. Le gène HAR1, qui code pour une protéine impliquée dans le développement du cortex cérébral, montre un modèle similaire. Ce gène est resté pratiquement inchangé chez les primates pendant des millions d'années. Puis, soudainement, chez les humains, il subit 18 mutations en un laps de temps évolutif très court. Ces mutations sont directement liées à l'expansion de notre cortex, la partie du cerveau responsable de la pensée abstraite, de la planification à long terme, de la conscience de soi. 18 mutations significatives en quelques centaines de milliers d'années, après des millions d'années de stabilité presque totale. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur l'accélérateur de l'évolution spécifiquement pour ce gène, à ce moment précis. Les probabilités que cela se produise par hasard sont astronomiquement faibles. Le gène ASPM, un autre gène crucial pour la taille du cerveau, montre le même modèle, stable pendant des millions d'années chez tous les primates, puis une série de mutations rapides chez les humains qui aboutissent à un cerveau 3 fois plus gros que celui de nos plus proches parents primates. Et ce n'est pas seulement la taille, c'est la structure. Notre cerveau n'est pas simplement un cerveau de chimpanzé agrandi. Il a des régions entièrement nouvelles, des connexions qui n'existent pas chez d'autres primates, des capacités uniques. Maintenant, regardons le chromosome 2. C'est peut-être la preuve la plus directe et la plus troublante d'une intervention dans notre génome. Tous les grands singes, chimpanzés, gorilles, orang-outans ont 24 paires de chromosomes. Les humains en ont 23. Où est passé notre chromosome manquant ? La réponse est fascinante. Notre chromosome 2 est en fait une fusion de 2 chromosomes plus petits. Si vous regardez notre chromosome 2 au microscope, vous pouvez voir les traces de cette fusion. Il y a des vestiges de centromères, les structures qui se trouvent au centre des chromosomes, à 2 endroits différents au lieu d'un seul. Il y a des séquences télomériques qui se trouvent normalement aux extrémités des chromosomes, en plein milieu de notre chromosome 2. C'est comme si 2 chromosomes avaient été soudés ensemble. Cette fusion s'est produite il y a environ 1 million d'années, après que notre lignée s'est séparée de celle des chimpanzés. Mais voici ce qui est étrange. Les fusions chromosomiques se produisent, certes, mais elles sont généralement désavantageuses. Elles causent des problèmes de fertilité, des anomalies du développement. Un organisme avec une fusion chromosomique a généralement du mal à se reproduire avec des organismes qui n'ont pas cette fusion. C'est pourquoi de telles mutations sont généralement éliminées par la sélection naturelle. Pourtant, non seulement cette fusion a survécu, mais elle s'est répandue dans toute la population humaine, remplaçant complètement la configuration à 24 chromosomes. Comment ? Pour qu'une mutation aussi désavantageuse se répande, il faudrait qu'elle soit accompagnée d'avantages si importants qu'ils compenseraient les coûts de fertilité, ou il faudrait qu'elle se produise dans une population très petite, isolée, où la consanguinité forcerait la mutation à se fixer. Ou, troisième possibilité, il faudrait qu'elle soit intentionnellement sélectionnée et propagée. Si vous vouliez créer une nouvelle espèce à partir d'une espèce existante, créer une barrière reproductive serait une étape logique. Vous voudriez que votre nouvelle création ne puisse pas se reproduire avec la population d'origine pour éviter une dilution de vos modifications. Une fusion chromosomique serait un moyen élégant d'y parvenir. Les Sumériens disent que les Anunnaki ont créé l'humanité comme une espèce distincte, séparée des hominidés qui existaient déjà. Ils voulaient des travailleurs qui ne pourraient pas se mélanger avec les populations sauvages, qui resteraient pures, contrôlables. Une fusion chromosomique créerait exactement cette barrière. Mais il y a plus.
En 2012, une équipe de généticiens de l'Institut Max Planck en Allemagne a fait une découverte stupéfiante en étudiant l'ADN, ancien extrait d'ossements de Néandertaliens et de Denisoviens. Ils ont trouvé que les humains modernes portent donc de l'ADN de ces espèces archaïques. Les Européens et les Asiatiques ont environ 2 à 4% d'ADN néandertalien. Les Mélanésiens ont jusqu'à 5% d'ADN dénisovien. Cela nous dit que nos ancêtres se sont reproduits avec ces autres espèces d'hominidés. Mais voici ce qui est fascinant. L'analyse détaillée de ces segments d'ADN archaïques révèle qu'ils ne sont pas uniformément répartis dans notre génome. Ils se concentrent dans certaines régions spécifiques et ils évitent soigneusement d'autres régions. En particulier, il y a très peu d'ADN néandertalien ou dénisovien dans les gènes liés à la fonction cérébrale, au développement du cerveau ou à la fertilité masculine. C'est comme si notre génome tolérait l'ADN étranger partout, sauf dans ces zones critiques. Comme si ces régions étaient protégées, préservées, maintenues pures. Les chercheurs ont appelé cela des déserts néandertaliens dans notre génome. Des zones où l'ADN archaïque a été systématiquement éliminé par la sélection naturelle, parce qu'il était incompatible avec quelque chose d'essentiel à ce que nous sommes. Mais incompatible avec quoi ? Si nous avions simplement évolué à partir des mêmes ancêtres que les Néandertaliens, pourquoi nos gènes cérébraux seraient-ils si incompatibles ? Nous nous sommes séparés il y a seulement quelques centaines de milliers d'années. C'est un clin d'œil sur l'échelle évolutive. Les gènes ne deviennent pas si rapidement incompatibles par évolution naturelle, à moins que ces gènes cérébraux n'aient pas évolué naturellement, à moins qu'ils n'aient été insérés, modifiés, optimisés d'une manière qui les rendait fondamentalement différents des versions néandertaliennes. Les Sumériens disent que les Anunnaki ont donné aux humains une intelligence améliorée, une capacité cognitive qui dépassait celle des hominidés naturels. Si c'est vrai, alors notre cerveau serait le produit d'une ingénierie génétique et il serait logique qu'il soit incompatible avec l'ADN cérébral des espèces non modifiées. Il y a aussi la question des gènes immunitaires. Le système HLA, le complexe majeur d'histocompatibilité humain, est responsable de la reconnaissance des agents pathogènes et de la coordination de notre réponse immunitaire. C'est l'un des systèmes génétiques les plus variables chez les humains. Il y a des milliers d'allèles différents, de versions différentes de ces gènes, dans la population humaine. Cette variabilité extrême est inhabituelle. La plupart de nos gènes montrent une variabilité beaucoup plus limitée. Mais pour le système HLA, c'est comme si notre espèce avait été exposée à une pression de sélection intense pour maximiser la diversité immunitaire. Certains de ces allèles HLA sont incroyablement anciens. Ils remontent à avant la séparation entre humains et néandertaliens, suggérant qu'ils ont été activement maintenus dans notre génome pendant des millions d'années. Pourquoi ? Une possibilité est que nos ancêtres ont été confrontés à des maladies particulièrement virulentes qui ont créé une pression de sélection intense pour la diversité immunitaire. Mais une autre possibilité est que notre système immunitaire a été intentionnellement diversifié. Si vous créiez une nouvelle espèce et que vous vouliez qu'elle soit robuste, capable de survivre dans des environnements variés, maximiser la diversité immunitaire serait une stratégie intelligente. Les textes sumériens mentionnent que les premiers humains créés étaient sensibles aux maladies, qu'il y avait des problèmes avec leur santé, que de multiples ajustements ont dû être faits. Est-ce le souvenir d'un processus d'optimisation du système immunitaire ? Examinons maintenant un autre aspect troublant de notre génome, l'ADN poubelle. Pendant des décennies, les scientifiques ont appelé ainsi les 98% de notre ADN, qui ne codent pas directement pour des protéines. On pensait que c'était du matériel génétique inutile, des vestiges de notre passé évolutif qui s'étaient accumulés au fil du temps, sans fonction particulière. Mais au cours des dernières années, cette vision a été complètement bouleversée. Nous avons découvert que l'ADN dit poubelle n'est pas du tout inutile. Il contient des séquences régulatrices qui contrôlent quand et où les gènes sont activés. Il contient des gènes pour des ARN non codants, qui jouent que des rôles cruciaux dans la régulation cellulaire. Il contient des éléments structurels qui organisent notre génome en 3 dimensions à l'intérieur du noyau cellulaire. En fait, certains chercheurs suggèrent maintenant que cet ADN non codant pourrait être plus important que les gènes eux-mêmes. C'est le logiciel qui dit au matériel génétique quoi faire, quand le faire,
comment le faire. Et ce logiciel est extraordinairement complexe, bien plus complexe que ce qu'on attendrait d'un produit de l'évolution aléatoire. Le projet ENCODE, lancé en 2003 pour cartographier tous les éléments fonctionnels du génome humain, a découvert qu'au moins 80% de notre ADN a une fonction biochimique. Ce n'est pas de la poubelle. C'est un système de contrôle incroyablement sophistiqué. Et une grande partie de ce système n'a pas d'équivalent clair chez d'autres primates. C'est comme si quelqu'un avait pris le génome de base des primates et avait ajouté une couche de logiciel de contrôle par-dessus. Un système d'exploitation, si vous voulez, qui transforme le matériel brut en quelque chose de radicalement plus capable. Les Sumériens disaient que les Anunnaki avaient donné aux humains le me, les attributs et le divin. Peut-être que ces séquences régulatrices sont précisément cela, des instructions programmées qui activent et désactivent nos gènes d'une manière qui nous rend uniques. Il y a aussi le mystère de notre taux de mutation. Les humains ont un taux de mutation relativement élevé par rapport à d'autres mammifères de taille et de durée de vie similaire. Chaque fois que notre ADN est copié, des erreurs se produisent. Ces erreurs sont généralement corrigées par des systèmes de réparation cellulaire, mais certaines passent à travers. Le taux auquel ces mutations s'accumulent peut être utilisé comme une horloge moléculaire pour dater les événements évolutifs. Or, quand les généticiens utilisent cette horloge moléculaire pour dater la divergence entre humains et chimpanzés, ils obtiennent des résultats incohérents avec les preuves fossiles. L'horloge suggère une divergence plus récente que ce que les fossiles indiquent. Cela suggère que notre taux de mutation a changé à un moment donné de notre histoire, qu'il a été accéléré. Pourquoi ? Une possibilité est qu'une intervention génétique a introduit des instabilités dans notre ADN, augmentant le taux de mutation. C'est exactement ce qui se produit quand nous modifions génétiquement des organismes aujourd'hui. Les modifications introduisent souvent des instabilités qui augmentent les taux de mutation. Enfin, parlons du cerveau lui-même, pas seulement des gènes qu'il construise, mais de ce qu'il fait. Le cerveau humain consomme 20% de l'énergie de notre corps, alors qu'il ne représente que 2% de notre masse corporelle. C'est un coût énergétique énorme. D'un point de vue évolutif, un tel organe ne persisterait que s'il offrait des avantages massifs qui compensent ce coût. Mais notre cerveau fait quelque chose que le cerveau d'aucun autre animal ne fait. Il crée des civilisations. Il invente des langages écrits. Il développe des mathématiques, de la philosophie, de l'art, de la science. Il contemple son propre existence et cherche à comprendre l'univers. Ces capacités sont apparues soudainement, il y a environ 50 000 ans, dans ce que les anthropologues appellent la révolution du paléolithique supérieur ou le grand bond en avant. Avant ce moment, les humains anatomiquement modernes existaient depuis 250 000 ans, mais ils vivaient essentiellement comme les autres hominidés. Outils simples, pas d'art, pas de symboles, pas de preuves de pensée abstraite complexe. Puis, soudainement, tout change. Des peintures rupestres d'une beauté stupéfiante, des bijoux complexes, des instruments de musique, des sites d'enterrement élaborés suggérant des croyances spirituelles, des systèmes de commerce sur de longues distances. C'est comme si quelqu'un avait activé un interrupteur dans le cerveau humain. Les généticiens ont cherché ce qui aurait pu causer ce changement. Ils n'ont trouvé aucune mutation majeure à ce moment-là. Les gènes responsables de notre intelligence avancée étaient déjà en place depuis des centaines de milliers d'années. Alors pourquoi ce délai ? Pourquoi le matériel était-il là, mais pas utilisé ? Une possibilité troublante est que le matériel génétique a été installé longtemps avant d'être activé. Comme un programme informatique qui est téléchargé, mais qui ne s'exécute que lorsqu'une condition spécifique est remplie. Les séquences régulatrices dont nous avons parlé, le logiciel de contrôle dans notre ADN non codant, auraient pu être programmés pour s'activer à un certain moment ou dans certaines conditions. Cette idée semble de la science-fiction, mais c'est exactement ce que nous faisons maintenant avec l'ingénierie génétique. Nous créons des gènes qui ne s'expriment que dans certaines conditions, qui peuvent être activés ou désactivés par des signaux externes. Si les Anunnaki avaient une technologie similaire, ils auraient dû programmer nos cerveaux pour développer leur plein potentiel seulement après une certaine période. Peut-être après que la population humaine ait atteint une certaine taille, ou que certaines conditions environnementales soient remplies.
Les textes sumériens ne parlent pas explicitement de cette activation retardée, mais ils mentionnent que les Anunnaki ont continué à interagir avec l'humanité pendant des milliers d'années après la création initiale, enseignant aux humains diverses compétences et connaissances. Peut-être que cette éducation n'était pas seulement culturelle, mais aussi biologique, un déverrouillage progressif des capacités qui avaient été programmées dans notre ADN. Mais les Sumériens ne sont pas les seuls à raconter cette histoire. Quand nous regardons les mythologies du monde entier, nous trouvons des récits remarquablement similaires de la création humaine par des êtres célestes. Ces histoires ne peuvent pas toutes être des coïncidences. Elles suggèrent un souvenir commun, une expérience partagée qui a été préservée dans les traditions orales et écrites de cultures qui n'avaient aucun contact les unes avec les autres. Dans la mythologie hindoue, les Védas, certains des textes religieux les plus anciens du monde, parlent des Devas, des êtres célestes qui sont descendus sur Terre et ont interagi avec l'humanité primitive. Ils décrivent les Prajapati, les seigneurs de la création, qui ont façonné l'humanité à partir de matériaux terrestres mélangés à leur propre essence divine. Le Rig Veda, vieux de plus de 3000 ans, contient des hymnes qui décrivent ces êtres arrivant dans des vimanas, des véhicules célestes capables de voyager entre la terre et les cieux. Les descriptions de ces vimanas sont étonnamment détaillées. Ils pouvaient voler dans toutes les directions. Ils émettaient des lumières brillantes. Ils faisaient des bruits de tonnerre. Certains textes sanskrits ultérieurs, comme le Vaimanika Shastra, fournissent des spécifications techniques pour la construction de ces véhicules, incluant des détails sur les matériaux, les sources d'énergie et les mécanismes de propulsion. Bien sûr, les sceptiques disent que ces textes ont été composés beaucoup plus tard et reflètent des connaissances modernes rétro-projetées dans le passé. Mais les hymnes du Rig Veda sont authentiquement anciens et ils décrivent clairement des véhicules volants. Les Puranas, d'autres textes sacrés hindous, racontent comment les Devas ont créé différentes races d'êtres, expérimentant avec diverses configurations avant de créer les humains modernes. Ils mentionnent des créatures qui étaient des hybrides, des mélanges d'attributs humains et animaux, des êtres qui n'ont pas survécu ou qui ont été relégués aux marges de l'existence. Cela ressemble étrangement au récit sumérien des expérimentations d'Enki et Ninma. En Égypte ancienne, nous trouvons le récit du dieu Khnum, qui façonne l'humanité sur un tour de potier à partir d'argile du Nil, insufflant ensuite la vie dans ses formes. Mais les textes égyptiens les plus anciens parlent également des Néteru, les dieux, comme d'êtres qui sont venus d'un lieu appelé Ta-Néteru, la terre des dieux, qui était généralement identifié au ciel ou aux étoiles. La liste des rois de Turin, un papyrus fragmentaire datant du Nouvel Empire, énumère les pharaons d'Égypte en remontant jusqu'aux temps les plus anciens. Mais avant les dynasties humaines, elle liste le règne des dieux, puis le règne des demi-dieux, des hybrides entre les dieux et les humains. Ces demi-dieux, selon les textes, ont régné pendant des milliers d'années avant que le pouvoir ne soit finalement transféré aux humains purs. Cela correspond exactement au schéma sumérien, où les Anunnaki ont d'abord régné directement, puis ont établi des lignées royales hybrides, mélangeant leur sang avec celui des humains pour créer des dirigeants qui servaient d'intermédiaires entre les dieux et l'humanité commune. Les pharaons d'Égypte prétendaient être les descendants directs de ces unions divino-humaines, porteurs du sang des dieux. En Mésoamérique, les Aztèques et les Mayas racontèrent des histoires similaires. Le Popol Vuh, le livre sacré des Mayas Quichés, décrit comment les dieux ont créé l'humanité après plusieurs tentatives ratées. D'abord, ils ont créé des êtres de boue, mais ils se sont désintégrés. Ensuite, ils ont créé des êtres de bois, mais ils n'avaient pas d'âme, pas de capacité de penser ou de vénérer les dieux. Finalement, ils ont créé des êtres de maïs, les humains modernes, qui avaient l'intelligence et la conscience. Mais ces premiers humains de maïs étaient trop parfaits. Ils pouvaient voir trop loin, comprendre trop. Leur capacité rivalisait avec celle des dieux. Alors les dieux ont brouillé leur vision, ont limité leur compréhension, les rendant suffisamment capables pour servir, mais pas assez pour défier. C'est un écho direct du récit sumérien de la limitation intentionnelle des capacités humaines. Les Aztèques parlaient de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, un être venu du ciel qui a enseigné à l'humanité l'agriculture, l'astronomie,
les mathématiques et les arts. Il est décrit comme ayant la peau claire et une barbe, des caractéristiques inhabituelles pour les peuples mésoaméricains. Selon la légende, Quetzalcoatl est venu des étoiles et a promis de revenir un jour. Quand les conquistadors espagnols sont arrivés, certains Aztèques ont cru initialement que Hernán Cortés était le retour de Quetzalcoatl, une croyance qui a facilité la conquête espagnole. Des récits similaires existent en Amérique du Sud. Les Incas parlaient de Viracocha, un dieu créateur qui est venu du lac Titicaca et a créé le soleil, la lune, les étoiles et l'humanité. Il est décrit comme un homme de grande taille, à la peau claire, portant une longue robe blanche. Il a voyagé à travers les Andes, enseignant au peuple les compétences que de la civilisation, avant de partir en marchant sur l'océan Pacifique, promettant de revenir. En Polynésie, les légendes parlent des Atua, des êtres célestes qui sont descendus sur les îles et ont créé les premiers humains. Ces histoires, préservées dans les traditions orales de peuples séparés par des milliers de kilomètres d'océan, partagent des éléments communs. Des êtres venant du ciel, une création de l'humanité impliquant un mélange du céleste et du terrestre, un enseignement des compétences civilisatrices, une promesse de retour. Même dans les traditions des peuples autochtones d'Amérique du Nord, nous trouvons des récits de people du ciel qui sont descendus et ont interagi avec les ancêtres. Les Hopis d'Arizona racontent comment leurs ancêtres ont été créés et guidés par les Kachina, des êtres spirituels qui vivaient dans le ciel et descendaient périodiquement pour enseigner et guider. Les Dogons du Mali, en Afrique de l'Ouest, ont une cosmologie complexe centrée sur les Nomos, des êtres amphibies venus de l'étoile Sirius qui ont apporté la connaissance à l'humanité. Les Dogons sont particulièrement fascinants parce que leurs connaissances astronomiques traditionnelles incluent des informations sur le système stellaire de Sirius, qui n'ont été découvertes par les astronomes occidentaux qu'au XXe siècle avec des télescopes puissants. Ils savaient que Sirius était un système binaire, que Sirius B était une étoile naine blanche extrêmement dense, et ils connaissaient ta période orbitale de 50 ans. Comment des gens sans télescope auraient-ils pu savoir cela ? Selon leur tradition, les Nomos le leur ont dit. Les sceptiques suggèrent que les Dogons ont peut-être appris ces informations de visiteurs européens au début du XXe siècle. Mais les anthropologues qui ont étudié les Dogons insistent sur le fait que ces connaissances font partie de leur tradition depuis bien plus longtemps. Les symboles et les rituels liés à Sirius sont profondément ancrés dans leur culture, remontant à des siècles. Ce qui est frappant dans tous ces récits de différentes cultures, c'est leur cohérence. Malgré les variations dans les noms, les détails culturels spécifiques et les embellissements mythologiques, le cœur de l'histoire reste le même. Des êtres avancés sont venus du ciel. Ils ont créé ou modifié l'humanité. Ils ont enseigné aux humains les compétences que de la civilisation. Ils ont régné ou guidé pendant un certain temps. Puis ils sont partis, promettant souvent de revenir. Si ces histoires étaient purement mythologiques, inventions indépendantes de différentes cultures, essayant d'expliquer leurs origines, nous nous attendrions à beaucoup plus de variations. Nous nous attendrions à ce que certaines cultures disent que les humains ont émergé de la terre, d'autres de l'eau, d'autres encore créés par transformation d'animaux. Et certaines mythologies disent effectivement cela. Mais les récits dominants dans les principales civilisations anciennes, celles qui ont laissé des archives écrites détaillées, sont remarquablement cohérents sur le thème de la création ou modification par des êtres célestes. Cette cohérence suggère un événement réel ou une série d'événements réels qui ont été témoignés par les ancêtres de ces diverses cultures. Les détails ont été préservés, transmis, adaptés aux contextes culturels locaux, mais le noyau de l'expérience est resté intact. Il y a aussi la question du moment. La plupart de ces traditions placent la création ou modification de l'humanité dans un passé lointain, des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Les listes royales sumériennes parlent d'événements remontant à des centaines de milliers d'années avant le déluge. Les textes hindous parlent de cycles temporels s'étendant sur des millions d'années. Bien sûr, nous ne pouvons pas prendre ces chiffres littéralement. Ils ont probablement été exagérés avec le temps. Mais ils suggèrent que ces cultures avaient conscience que leur histoire s'étendait bien au-delà de ce que nous considérons généralement comme le début de la civilisation.
L'histoire conventionnelle nous dit que la civilisation a commencé il y a environ 6000 ans avec les Sumériens. Avant cela, des chasseurs-cueilleurs. Avant cela, l'âge de pierre. Mais cette vision est de plus en plus remise en question par de nouvelles découvertes archéologiques qui suggèrent que des civilisations complexes pourraient avoir existé bien plus tôt. Göbekli Tepe, en Turquie, découvert en 1994, a bouleversé notre compréhension de la préhistoire. C'est un complexe de structures monumentales en pierre, avec des piliers sculptés pesant jusqu'à 20 tonnes, érigés il y a environ 12 000 ans. C'était avant l'agriculture, avant la poterie, avant ce que nous considérions comme les débuts de la civilisation. Des chasseurs-cueilleurs sont censés avoir construit cela. Avec quels outils? Quelle organisation sociale? Quel motif? Le site suggère un niveau de sophistication sociale et technique qui ne devrait pas exister à cette époque selon nos modèles conventionnels. Et Göbekli Tepe n'est pas un cas isolé. Des sites similaires sont découverts dans toute la région, suggérant qu'il y avait une culture complexe et répandue dans cette période que nous pensions être l'âge de pierre primitif. Les légendes locales de la région parlent d'êtres qui sont venus du ciel et ont enseigné aux gens comment construire, comment cultiver, comment vivre en société organisée. Sont-ce de simples mythes ou des souvenirs déformés d'événements réels? En Amérique du Sud, les structures mégalithiques de Pumapunku en Bolivie présentent un autre mystère. Les pierres sont taillées avec une précision qui défie l'explication. Des surfaces planes parfaites, des angles droits exacts, des trous forés avec une régularité qui suggère des machines, pas des outils de pierre. Les géologues qui ont étudié le site disent que certaines des pierres, qui pèsent plus de 100 tonnes, ont été transportées depuis des carrières situées à des dizaines de kilomètres. Comment? Pourquoi? Les légendes locales Aymara disent que ces structures ont été construites en une seule nuit par les dieux, avant l'arrivée de l'humanité actuelle. Littéralement, bien sûr, c'est impossible. Mais peut-être que cela préserve le souvenir d'une construction par des êtres avec une technologie tellement avancée qu'elle semblait magique aux observateurs primitifs. Partout dans le monde, nous trouvons des structures mégalithiques qui ne devraient pas exister selon nos modèles de développement humain. Les pyramides d'Égypte, bien sûr, mais aussi les murs cyclopéens de Sacsayhuaman au Pérou, les statues Moai de l'île de Pâques, les dolmens et menhirs de l'Europe néolithique, les structures submergées au large de Yonaguni au Japon. Tous ces sites partagent en certaines caractéristiques. Des pierres massives, déplacées et agencées avec une précision extraordinaire. Des techniques de construction qui défient nos explications. Des légendes locales attribuant leur construction à des êtres surhumains ou divins. Peut-être que ces êtres n'étaient pas des dieux au sens spirituel. Peut-être qu'ils étaient des êtres physiques avec une technologie avancée. Les Anunnaki des Sumériens, les Devas des Hindous, les Nétérus des Égyptiens. Différents noms pour les mêmes êtres, ou pour des êtres similaires. Et peut-être que les structures qu'ils ont laissées sont des monuments non seulement à leur présence, mais à leur programme de modification et de guidage de l'humanité. Les psychologues comme Carl Jung ont proposé le concept d'inconscient collectif. L'idée que certaines images et histoires archétypales sont partagées par toute l'humanité, non pas parce qu'elles ont été transmises culturellement, mais parce qu'elles sont encodées dans notre psyché même. Le déluge universel serait l'un de ces archétypes. Mais que se passerait-il si Jung avait raison sur l'existence d'une mémoire partagée, mais tort sur son origine? Que se passerait-il si ces histoires ne sont pas des archétypes psychologiques, mais des souvenirs historiques réels, transmis à travers les millénaires? Il existe des preuves fascinantes suggérant que la mémoire orale peut préserver des informations avec une précision remarquable sur des périodes de temps extraordinairement longues. Des études sur les traditions orales des peuples aborigènes d'Australie ont révélé que certaines de leurs histoires décrivent avec précision des caractéristiques géographiques qui n'ont pas existé depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a plus de 10 000 ans. Par exemple, les légendes aborigènes parlent d'un temps où la Tasmanie était connectée au continent australien par un pont terrestre, permettant aux gens de marcher d'un côté à l'autre. Les géologues ont confirmé qu'un tel pont terrestre a effectivement existé
jusqu'à ce que la montée du niveau de la mer l'inonde il y a environ 12 000 ans. Comment des histoires orales pourraient-elles préserver ce souvenir pendant 120 siècles sans écriture ? D'autres légendes aborigènes décrivent des îles spécifiques au large de la côte australienne qui sont maintenant submergées. Les relevés bathymétriques modernes ont confirmé l'existence de ces anciennes îles aux emplacements exacts décrits dans les mythes. La précision est stupéfiante. Elle suggère que la tradition orale, lorsqu'elle est considérée comme sacrée et transmise avec soin rituel, peut fonctionner comme une forme de stockage d'informations à très long terme. Si les aborigènes australiens peuvent préserver des souvenirs géographiques précis pendant 12 000 ans, alors pourquoi les cultures de Mésopotamie, d'Égypte, d'Inde et d'ailleurs ne pourraient-elles pas préserver des souvenirs du déluge et de ceux qui les ont aidés à survivre ? Considérons également que ces mythes ne sont pas statiques. Ils ont été éventuellement écrits, codifiés dans des textes qui ont eux-mêmes survécu pendant des millénaires. Les tablettes d'argile de Mésopotamie sont remarquablement durables. L'argile cuite dure indéfiniment dans des conditions appropriées. Les Sumériens le savaient. C'est pourquoi ils ont choisi ce médium pour leurs archives les plus importantes. Enki, le dieu de la sagesse et de l'écriture, aurait certainement compris l'importance de préserver l'information sous des formes multiples et redondantes. Le message oral, transmis de génération en génération. Le message écrit, gravé dans l'argile et la pierre. Le message architectural, encodé dans des structures monumentales qui survivraient aux millénaires. Et peut-être même le message génétique, inscrit dans notre biologie même. Cette dernière possibilité est la plus spéculative, mais aussi la plus fascinante. Y a-t-il des informations codées dans notre ADN qui ne servent pas simplement de plan biologique, mais qui contiennent des données, des messages, peut-être même de l'histoire ? Des scientifiques ont récemment commencé à explorer l'utilisation de l'ADN comme support de stockage de données. En 2017, des chercheurs de l'Université de Columbia ont réussi à encoder un film entier dans de l'ADN synthétique et à le récupérer avec une fidélité parfaite. L'ADN peut stocker d'énormes quantités d'informations dans un espace microscopique et les préserver pendant des millénaires si les conditions sont appropriées. Notre propre génome contient environ 3 milliards de paires de bases. Seulement environ 2% de cet ADN code pour des protéines, les gènes qui construisent et maintiennent notre corps. Les 98% restants ont longtemps été considérés comme de l'ADN poubelle, des débris évolutifs sans fonction. Mais des recherches récentes ont révélé que beaucoup de cet ADN non codant a en fait des fonctions régulatrices importantes, contrôlant quand et où les gènes sont activés. Cependant, il reste encore de vastes sections dont la fonction demeure mystérieuse. Certains chercheurs hétérodoxes ont spéculé que cet ADN pourrait contenir des informations encodées, des messages laissés par ceux qui ont modifié notre génome dans un passé lointain. C'est hautement spéculatif et n'est pas accepté par la science mainstream, mais c'est une possibilité théorique intrigante. Si vous étiez Enki, si vous vouliez laisser un message qui survivrait absolument à n'importe quel cataclysme, à n'importe quelle montée et chute de civilisation, où le mettriez-vous ? Dans des tablettes d'argile qui peuvent être brisées ou perdues, dans des structures de pierre qui peuvent être érodées ou détruites par les tremblements de terre, ou dans le code génétique de l'espèce elle-même, garanti d'être copié et transmis à chaque nouvelle génération. Cette idée résonne avec un concept que l'on trouve dans certaines traditions ésotériques, celle des Akashic Records, une bibliothèque cosmique contenant toute la connaissance et toute l'histoire de l'univers. Accessible non pas physiquement, mais à travers la conscience élargie. Peut-être que les Akashic Records ne sont pas métaphoriques, mais littéraux, encodés dans la structure quantique de la réalité elle-même, ou dans l'ADN de toute vie. Revenons à des bases plus empiriques. Au-delà des mythes et des spéculations génétiques, existe-t-il des preuves tangibles d'un transfert de connaissances avancées dans le passé ancien ? Examinons les Antikythera, un mécanisme découvert en 1901 dans une épave romaine au large de l'île grecque d'Anticythère. Datant d'environ 100 à 150 ans avant notre ère, cet appareil est un ordinateur analogique incroyablement sophistiqué, composé de dizaines d'engrenages de bronze finement usinés. Son but était de calculer et d'afficher les positions astronomiques, les phases de la Lune, les éclipses solaires et lunaires,
et même les cycles des Jeux olympiques. La complexité du mécanisme d'Anticythère est stupéfiante. Rien de comparable en termes de sophistication mécanique ne réapparaît dans le registre historique avant les horloges astronomiques européennes du XIVe siècle, plus de 1300 ans plus tard. Comment les Grecs de l'époque hellénistique possédaient-ils cette technologie? D'où venait cette connaissance? Les inscriptions sur le mécanisme suggèrent qu'il n'était pas unique, qu'il faisait partie d'une tradition de construction de tels dispositifs. Mais si de tels appareils étaient communs, où sont-ils tous? Pourquoi le mécanisme d'Anticythère est-il le seul exemple survivant? Combien d'autres technologies anciennes ont été perdues, leurs secrets engloutis par le temps? Le mécanisme démontre que les anciens possédèrent des connaissances en mathématiques, en astronomie et en ingénierie mécanique bien au-delà de ce que nous leur attribuons généralement. D'où venait cette connaissance? A-t-elle été développée de manière indépendante ou était-elle héritée d'une source plus ancienne, peut-être transmise depuis l'époque post-diluvienne? Considérons également les piles électriques de Bagdad. Des jarres en céramique découvertes en Irak, près de Bagdad, en 1936. Datant d'environ 200 ans avant notre ère, ces jarres contenaient un cylindre de cuivre et une tige de fer. Lorsqu'elles sont remplies d'un électrolyte acide, comme du jus de raisin ou du vinaigre, elles produisent un courant électrique d'environ 1 volt. Étaient-elles vraiment utilisées comme batterie? Si oui, pourquoi faire? Certains chercheurs suggèrent qu'elles étaient utilisées pour l'électroplaquage, déposant une fine couche d'or sur des objets d'argent. D'autres proposent qu'elles avaient des fonctions médicales ou rituelles. Quoi qu'il en soit, leur existence même défie notre compréhension de ce que les anciens savaient sur l'électricité. Ces exemples, le mécanisme d'Anticythère et les piles de Bagdad, sont ce qu'on appelle des anachronismes technologiques, des objets qui ne devraient pas exister compte tenu de notre compréhension du développement technologique progressif. Ils suggèrent que l'histoire de la technologie n'est pas une ligne droite ascendante, mais plutôt une série de montées et de descentes, de connaissances acquises, puis perdues, puis redécouvertes. Si le déluge a effectivement détruit une civilisation avancée, nous nous attendrions exactement à ce modèle. Les survivants posséderaient des connaissances résiduelles, des fragments de l'ancienne sagesse. Ils transmettraient ce qu'ils pourraient, mais beaucoup seraient perdus faute d'infrastructures pour le soutenir. Une connaissance de la métallurgie avancée ne sert à rien sans mine, sans forge, sans chaîne d'approvisionnement. Une connaissance de l'astronomie mathématique survit plus facilement car elle ne nécessite que l'observation et le calcul. C'est peut-être pourquoi les connaissances astronomiques et mathématiques apparaissent si soudainement et pleinement formées dans les premières civilisations. Les Sumériens utilisaient un système mathématique sexagésimal, base 60, qui est en fait supérieur à notre système décimal actuel pour certains calculs, car 60 est divisible par beaucoup plus de nombres. Nous utilisons encore ce système aujourd'hui pour mesurer le temps et les angles. 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 360 degrés dans un cercle. Pourquoi les Sumériens ont-ils choisi base 60? La réponse standard est qu'elle est pratique pour le commerce et le calcul. Mais cela n'explique pas comment ils ont découvert ces avantages sans une longue période d'expérimentation avec différents systèmes. Les tablettes mathématiques sumériennes les plus anciennes utilisent déjà pleinement le système sexagésimal, sans trace d'évolution progressive vers celui-ci. C'est comme s'ils l'avaient hérité d'une source antérieure qui avait déjà travaillé sur les mathématiques. Les Égyptiens également possédaient des connaissances mathématiques remarquables. Le papyrus Rand, datant d'environ 1650 avant notre ère mais copié à partir de textes plus anciens selon sa propre inscription, contient des problèmes mathématiques sophistiqués incluant des calculs de volume, de surface et même une approximation de pi. Le papyrus de Moscou, similaire en date et en contenu, inclut le calcul du volume d'un tronc de pyramide, nécessitant une formule mathématique que nous n'attribuons généralement pas aux anciens Égyptiens. Ces textes mathématiques ne sont pas des explorations spéculatives. Ce sont des manuels pratiques, enseignant des méthodes établies. Cela implique qu'une tradition mathématique complète existait déjà, que ces scribes n'inventaient pas mais transmettaient, en Inde,
Les Sulba Sutras, des textes védiques datant d'au moins 800 ans avant notre ère et possiblement bien plus anciens, contiennent des connaissances géométriques avancées, incluant le théorème de Pythagore, bien avant Pythagore lui-même. Ils décrivent comment construire des autels de feu selon des proportions géométriques précises, nécessitant une compréhension sophistiquée des mathématiques. Cette distribution globale de connaissances de mathématiques et astronomiques avancées dans les civilisations anciennes, toutes émergeant approximativement au même moment historique après le déluge, suggère une source commune. Une source qui possédait cette connaissance et l'a transmise aux survivants, ou aux descendants des survivants, leur permettant de reconstruire la civilisation plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait autrement. Enki, le porteur des ME, le donneur de sagesse, correspond parfaitement à ce rôle. Que ce soit une entité individuelle, un groupe de sages ou une société secrète dédiée à la préservation du savoir, le concept reste le même. La connaissance a été délibérément préservée et transmise à travers le cataclysme. Il est intéressant de noter que presque toutes les cultures anciennes ont des traditions de sociétés secrètes ou d'écoles de mystère qui prétendaient posséder des connaissances cachées transmises depuis les temps antiques. Les mystères d'Éleusis en Grèce, les écoles de mystères égyptiennes centrées sur Thoth et Isis, les traditions védiques en Inde, les écoles de sagesse sumériennes et babyloniennes. Toutes affirmaient détenir des secrets que le public ordinaire ne pouvait pas comprendre ou n'était pas prêt à recevoir. Ces écoles de mystère enseignaient généralement à travers des niveaux d'initiation progressive. Les enseignements extérieurs, exotériques, étaient disponibles pour tous. Mais les enseignements intérieurs, ésotériques, n'étaient révélés qu'à ceux qui avaient prouvé leur engagement et leur compréhension. Cette structure suggère la préservation d'informations considérées comme trop puissantes ou dangereuses pour être partagées librement. Quel genre de connaissances nécessiterait une telle protection ? Peut-être des technologies qui pourraient être mal utilisées, peut-être des vérités sur l'origine de l'humanité qui contredisaient les récits religieux dominants et pourraient déstabiliser l'ordre social. Peut-être des avertissements sur les cycles cataclysmiques que les dirigeants préféraient que la population ignore pour éviter la panique. Les textes hermétiques attribués à Thoth Hermès parlent que du principe comme en haut, ainsi en bas. L'idée que les mêmes lois gouvernent le cosmos et la vie humaine, le macrocosme et le microcosme. Ils parlent de correspondance entre les planètes et les métaux, entre les étoiles et les organes du corps humain. Ces correspondances peuvent sembler mystiques et pseudo-scientifiques à nos yeux modernes, mais elles représentent peut-être une tentative de préserver des connaissances scientifiques dans un langage symbolique qui survivrait aux âges sombres. Si vous saviez qu'une catastrophe allait détruire votre civilisation, que l'écriture pourrait être perdue, que les bibliothèques brûleraient, comment préserveriez-vous la connaissance la plus importante ? Vous l'encoderiez dans des symboles, dans des mythes, dans des rituels qui seraient transmis même si leur signification originale était oubliée. Vous créeriez des mnémoniques, des histoires mémorables qui contiennent des données encodées. Vous construiriez des monuments qui survivraient et qui révéleraient leur secret à ceux qui possèdent pour les clés pour les décoder. C'est exactement ce que nous trouvons. Des symboles universels apparaissant dans toutes les cultures anciennes. La spirale, la svastika, l'arbre de vie, le serpent, l'œil, le triangle. Ces symboles ne sont pas de simples décorations. Ils portent des significations, ils encodent des concepts. Et remarquablement, ils apparaissent partout dans le monde, dans des cultures qui n'avaient supposément aucun contact. La spirale, par exemple, apparaît dans l'art rupestre préhistorique de l'Europe, dans les pétroglyphes amérindiens, dans les décorations celtiques, dans l'architecture mésoaméricaine. Elle représente le cycle, la croissance, l'évolution, le mouvement cosmique. Elle ressemble aussi à la forme d'une galaxie vue de dessus, à la structure de l'ADN, au motif de croissance des plantes. Est-ce une forme archétypale que le cerveau humain reconnaît naturellement ? Ou est-ce un symbole enseigné, transmis depuis une source commune ? L'arbre de vie est un autre symbole universel, particulièrement significatif. Chez les Sumériens, il apparaît fréquemment dans les représentations montrant Enki et d'autres Anunnaki, souvent flanqué de figures ailées qui semblent le cultiver ou le protéger. Dans la Kabbale juive, l'arbre de vie est un diagramme cosmologique représentant la structure de la réalité.
les 10 séphirotes connectés par 22 chemins. En Scandinavie, Yggdrasil est le frêne cosmique qui relie les 9 mondes de la mythologie nordique. Dans la Mésoamérique, l'arbre Ceiba était considéré comme l'axe du monde, connectant le monde souterrain, la terre et les cieux. Tous ces arbres cosmiques partagent la même fonction symbolique. Ils représentent la connexion entre différents niveaux de réalité, l'axe central autour duquel le cosmos s'organise. Mais ils pourraient également représenter quelque chose de plus littéral. L'arbre de vie sumérien, avec ses branches symétriques et sa structure géométrique, ressemble étrangement à une représentation stylisée de la double hélice de l'ADN. Si Enki et ses semblables comprenaient la génétique et ont manipulé l'ADN humain, l'arbre de vie pourrait être leur symbole pour cette connaissance, caché à la vue de tous pendant des millénaires. Dans le livre de la Genèse, 2 arbres spéciaux poussent au centre du jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Adam et Ève mangent du premier, acquérant la conscience et la mortalité. Mais ils sont chassés avant de pouvoir manger du second, qui leur aurait donné l'immortalité. Le serpent, que nous avons identifié comme potentiellement analogue à Enki, les guide vers la connaissance mais pas vers la vie éternelle. Cette distinction entre connaissance et immortalité était fascinante. Elle suggère que ceux qui ont modifié l'humanité nous ont donné l'intelligence mais ont délibérément limité notre durée de vie. Pourquoi ? Les textes sumériens offrent une réponse. L'humanité a été créée pour servir les dieux. Une espèce intelligente mais mortelle serait plus facile à contrôler qu'une espèce à la fois intelligente et immortelle. Les humains travailleraient, se reproduiraient et mourraient avant de pouvoir accumuler assez de sagesse et de pouvoir pour défier leur créateur. Mais Enki, encore une fois, semble avoir voulu nous donner plus. Dans certains récits, c'est lui qui enseigne aux humains les arts de la guérison, les herbes médicinales, les techniques pour prolonger la vie. Il ne nous donne pas l'immortalité complète, peut-être parce qu'il ne le peut pas ou ne le veut pas, mais il nous aide à vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est un autre don, un autre acte de rébellion contre ceux qui voulaient nous maintenir dans la servitude. L'épopée de Gilgamesh, le plus ancien récit épique connu de l'humanité, traite précisément de cette quête d'immortalité. Gilgamesh, roi d'Uruk, à moitié divin et à moitié humain, cherche à échapper à la mort après avoir vu son ami Enkidu mourir. Sa quête le mène à travers le monde, jusqu'aux eaux de la mort, jusqu'à Utnapishtim, le survivant du déluge à qui les dieux ont accordé la vie éternelle. Utnapishtim, qui correspond à l'Atrahasis des récits antérieurs et au Noé biblique, raconte à Gilgamesh comment il a survécu au déluge grâce à l'avertissement d'Enki. Il lui révèle l'existence d'une plante au fond de la mer qui peut restaurer la jeunesse. Gilgamesh plonge, trouve la plante, mais sur le chemin du retour, un serpent la lui vole. Le serpent mue immédiatement, démontrant sa capacité de renouvellement, tandis que Gilgamesh revient les mains vides, condamné à la mortalité. Cette histoire est riche en symbolisme. Le serpent, encore une fois associé à la connaissance et à la transformation, possède le secret de la jeunesse éternelle. L'humanité s'en approche, mais ne peut pas le saisir. Nous sommes condamnés à chercher, à aspirer, mais jamais à atteindre. C'est une histoire sur l'acceptation de notre condition mortelle. Mais c'est aussi peut-être un souvenir codé d'une époque où une telle technologie ou connaissance existait réellement. Aujourd'hui, la science moderne s'approche de plus en plus de la possibilité d'étendre significativement la durée de vie humaine. La recherche sur les télomères, ces capuchons protecteurs à l'extrémité des chromosomes, qui raccourcissent avec chaque division cellulaire, suggère qu'en maintenant leur longueur, nous pourrions ralentir ou même inverser le vieillissement. Des expériences sur des animaux ont déjà produit des résultats prometteurs. D'autres recherches se concentrent sur la sénescence cellulaire, le processus par lequel les cellules cessent de fonctionner correctement avec l'âge. Sommes-nous sur le point de redécouvrir ce qu'Enki savait ? De trouver notre propre plante d'immortalité ? Et si nous le faisons, aurons-nous la sagesse de l'utiliser correctement ? Ou répéterons-nous les erreurs du passé qui ont conduit au jugement diluvien ? C'est ici que le message d'Enki devient non seulement historique, mais profondément pertinent pour notre époque.
Si le déluge était réel, s'il représentait un cataclysme naturel ou cosmique cyclique, alors nous devons nous demander quand le prochain cycle arrivera-t-il? Les cultures anciennes, des Mayas aux Hindous en passant par les Grecs, parlaient en toutes de grands cycles de temps, d'âges du monde qui montent et descendent, de civilisations qui s'élèvent et tombent. Les Hindous parlent de 4 yugas, des âges progressivement dégénérés, le dernier étant le Kali Yuga, l'âge sombre actuel, qui se terminera par une destruction et un renouvellement. Les Mayas ont développé un calendrier extraordinairement complexe, qui suit des cycles de milliers d'années. Les Grecs parlaient des âges d'or, d'argent, de bronze, des héros et de fer. Ces cycles ne sont pas simplement métaphoriques, ils sont basés sur des observations astronomiques, particulièrement le cycle de la précession des équinoxes. Ce mouvement de 26 000 ans qui change lentement les étoiles visibles dans le ciel nocturne. La précession était connue des anciens, de Sumer à l'Égypte, en passant par la Grèce et l'Inde. Ils comprenaient que le cosmos opère selon des rythmes réguliers et prévisibles. La question est, ces cycles incluent-ils des cataclysmes périodiques? Les preuves géologiques suggèrent que oui. La Terre a subi de nombreux événements d'extinction de masse, des impacts d'astéroïdes et de comètes, des éruptions supervolcaniques, des inversions du champ magnétique. Ces événements ne sont pas aléatoires, mais suivent certains modèles statistiques. Les essaims de comètes, par exemple, peuvent être périodiques, liés au passage du système solaire à travers les bras de la galaxie ou aux perturbations causées par des objets massifs dans le nuage d'Oort. Le chercheur Randall Carlson a passé des décennies à étudier les preuves géologiques de cataclysmes passés, en particulier l'événement du Dryas récent. Ces recherches suggèrent que des fragments de comètes pourraient encore orbiter dans le système solaire, posant un risque pour la Terre. Les taurides, une pluie de météores annuels que la Terre traverse, contiennent des débris de ce qui était probablement une comète géante qui s'est fragmentée il y a des milliers d'années. Certains de ces fragments sont encore assez gros pour causer des dommages catastrophiques s'ils frappaient la Terre. Les mythes anciens sont remplis d'avertissements concernant le feu du ciel, les étoiles qui tombent, les dieux qui punissent l'humanité par le feu et l'eau. Ces récits pourraient être des souvenirs d'impacts passés et des avertissements pour l'avenir. Le message d'Enki, si nous choisissons de l'interpréter ainsi, n'était pas seulement un avertissement pour ses contemporains, mais un avertissement pour toutes les générations futures. Regardez le ciel, dit le message, surveillez les étoiles, comprenez les cycles, préparez-vous. Car ce qui s'est produit avant se produira à nouveau. Il est remarquable que notre civilisation moderne, avec toute sa technologie avancée, a seulement récemment commencé à prendre au sérieux la menace des impacts cosmiques. Le programme SpaceGuard de la NASA, qui surveille les astéroïdes potentiellement dangereux, n'a été établi qu'en 1998. Nous savons maintenant que des milliers d'objets croisent l'orbite terrestre, et nous n'en avons catalogué qu'une fraction. La question n'est pas de savoir si un autre impact majeur se produira, mais quand. Les anciennes civilisations, si nous leur accordons le crédit qu'elles méritent, comprenaient peut-être cette menace mieux que nous. Leurs monuments astronomiques, des pyramides de Gizeh à Stonehenge en passant par Angkor Wat, pourraient avoir servi non seulement à marquer les solstices et les équinoxes, mais à suivre les cycles plus longs, à surveiller le ciel pour les signes avant-coureurs du prochain cataclysme. Les tablettes sumériennes, qui décrivent les mouvements célestes avec une telle précision, pourraient être les vestiges d'un système d'alerte précoce développé par une civilisation qui avait appris à ses dépens que le cosmos n'est pas bienveillant. Le message d'Enki, transmis à Atrahasis et préservé à travers les millénaires, était peut-être le dernier bulletin d'alerte d'une civilisation mourante. Que pouvons-nous apprendre de ce message aujourd'hui? Premièrement, l'humilité. Nous ne sommes pas la première civilisation avancée de la Terre, et nous ne serons probablement pas la dernière. Nos gratte-ciel et nos smartphones ne sont pas des garanties de permanence. Tout ce que nous avons construit peut être effacé en un instant cosmique. Deuxièmement, la vigilance. Les cycles cataclysmiques sont réels, qu'ils soient causés par des impacts cosmiques, des éruptions volcaniques, des changements climatiques ou d'autres forces naturelles. Nous devons surveiller le ciel, étudier la géologie, comprendre les modèles pour pouvoir anticiper et peut-être atténuer les menaces futures.
Troisièmement, la préservation. Si nous voulons que notre connaissance survive, nous devons la stocker de manière redondante et durable. Pas seulement dans des serveurs informatiques qui peuvent être effacés par une impulsion électromagnétique, mais dans des formes physiques qui dureront des millénaires. Des monuments de pierre, des capsules temporelles enterrées dans des endroits stables, peut-être même des informations encodées dans l'ADN de plantes et d'animaux. Quatrièmement, la sagesse. La technologie seule ne suffit pas. Les civilisations passées ont possédé des capacités remarquables et ont quand même été détruites. La survie nécessite non seulement le savoir, mais la sagesse de l'appliquer correctement, de vivre en harmonie avec les cycles naturels plutôt que de les défier, de construire des sociétés résilientes plutôt que fragiles. Et cinquièmement, peut-être le plus important, la transmission. Enki a risqué la colère des autres dieux pour partager la connaissance avec l'humanité. Les survivants du déluge ont consacré leur vie à préserver et à transmettre ce qu'ils avaient appris. Nous avons une obligation similaire envers les générations futures. Ce que nous savons, ce que nous avons découvert, doit être transmis, non pas seulement aux élites ou aux initiés, mais à toute l'humanité. Le message d'Enki était interdit non pas parce qu'il était dangereux en soi, mais parce qu'il menaçait le pouvoir de ceux qui voulaient garder l'humanité dans l'ignorance. L'information est le pouvoir. Le savoir est la liberté. En partageant le message, Enki a donné à l'humanité les moyens de survivre et de prospérer indépendamment de la volonté des dieux. Aujourd'hui, nous vivons à une époque de révélation. Les anciennes tablettes sont traduites et publiées. Les sites archéologiques sont étudiés avec des technologies de pointe. Les preuves géologiques du déluge s'accumulent. Les anomalies génétiques de notre espèce sont analysées. Pièce par pièce, le puzzle se reconstitue. Nous ne savons pas encore tout. De vastes sections du passé restent obscures. Les bibliothèques perdues, comme celle d'Alexandrie, ont emporté des trésors de connaissances dans les flammes. Les sites submergés sous les océans montants n'ont pas encore été explorés. Les tablettes encore enfouies dans le sable de Mésopotamie n'ont pas encore été déterrées. Mais nous en savons assez pour questionner le récit officiel. Nous en savons assez pour réaliser que l'histoire humaine est bien plus ancienne, bien plus complexe et bien plus tragique que ce que les manuels scolaires suggèrent. Nous en savons assez pour comprendre que nous sommes les héritiers d'une tradition qui remonte à l'aube des temps, les dépositaires d'une sagesse qui a été préservée à travers des cataclysmes et des âges sombres. Le message interdit qu'Enki a laissé avant le déluge n'était pas seulement un avertissement pour ses contemporains. C'était un testament pour l'éternité, une bouteille jetée dans l'océan du temps, espérant qu'un jour, quelqu'un la trouverait, la lirait et comprendrait. Nous sommes ce quelqu'un. Notre génération, avec ses outils technologiques et son accès sans précédent à l'information, est peut-être la première depuis le déluge lui-même à pouvoir pleinement déchiffrer et apprécier ce message. La question est, qu'allons-nous faire de cette connaissance ? Allons-nous l'ignorer, la rejeter comme du mysticisme dépassé et continuer sur notre trajectoire aveugle ? Ou allons-nous l'écouter, apprendre des erreurs du passé et construire une civilisation capable non seulement de survivre au prochain cycle, mais de prospérer à travers lui ? Enki a fait son choix il y a des millénaires. Il a choisi l'humanité. Il a choisi de partager plutôt que de cacher, d'élever plutôt que de maintenir dans la servitude. Il a défié l'autorité pour nous donner une chance. Maintenant, c'est à nous de choisir. Si nous avons appris quelque chose de ce voyage à travers les millénaires, c'est que la connaissance est fragile, que la civilisation est précaire et que le temps n'est pas de notre côté. Les cycles tournent, les comètes orbitent, les volcans grondent, et la Terre continue sa danse cosmique indifférente à nos ambitions. Mais nous avons quelque chose que les générations précédentes n'avaient pas. Une compréhension globale, une technologie puissante et surtout un avertissement du passé. Le message d'Enki est clair, aussi clair qu'il l'était quand il a murmuré à travers le mur de roseaux à Atrahasis, tremblant dans la nuit mésopotamienne. Prépare-toi, construis ton arche, préserve les semences, transmets le savoir, car le déluge viendra à nouveau, sous une forme ou une autre, et seuls ceux qui auront écouté survivront. Voilà votre histoire. Une histoire de Dieu et d'hommes,
de catastrophes et de renaissance, de secrets interdits et de sagesse partagée. Une histoire qui commence dans les brumes de la préhistoire et continue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à vous qui écoutez ces mots dans le silence de la nuit. Les tablettes d'argile s'effritent lentement dans les musées du monde. Les pyramides s'érodent, grain par grain, sous le soleil du désert. Les mythes s'estompent dans la mémoire collective, remplacés par les distractions du monde moderne. Mais le message persiste, encodé dans la pierre et dans les étoiles, dans les gènes et dans les récits. Il attend patiemment d'être redécouvert, relu, compris. Enki n'a pas simplement averti un homme. Il nous a tous avertis, à travers les âges, à travers les cultures, à travers les transformations du monde. Son message interdit est maintenant notre héritage. Qu'en ferons-nous ? C'est la question qui reste, suspendue dans l'air comme les derniers échos d'un monde englouti. Une question que chacun d'entre nous doit répondre, non pas avec des mots, mais avec des actions. Le temps passe, les étoiles tournent, et quelque part dans l'obscurité cosmique, le cycle continue sa rotation implacable. Écoutez le message, souvenez-vous, préparez-vous, car nous sommes tous des enfants du déluge, et le prochain chapitre de l'histoire n'a pas encore été écrit. Si vous avez apprécié ce voyage à travers les mystères de notre passé, si ces questions résonnent en vous, comme elles résonnent en nous, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer l'exploration ensemble. Chaque vidéo est une porte vers l'inconnu, chaque question un pas vers la vérité. Et n'oubliez jamais, la vérité n'est pas ce qu'on nous dit, mais ce que nous découvrons par nous-mêmes. Dans les tablettes oubliées, dans les ruines silencieuses, dans les mythes anciens et dans notre propre sang, l'histoire attend d'être racontée. L'histoire d'Enki. L'histoire du déluge. Notre histoire. Merci d'avoir écouté. À bientôt pour un nouveau voyage dans les profondeurs du temps.